Bienvenue dans Karma Confidence. Ici, on se dépose, mais pour de vrai. On parle de la vie telle qu'elle est, brute, belle, chaotique, vivante. On explore ce qui secoue, ce qui réveille, ce qui transforme. On enlève les couches, on revient dans le corps, on revient dans le vrai. Ici, chaque histoire a du sens, chaque émotion a sa place, et rien n'est trop. Alors merci d'être là, on y va. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Alice, une femme, une maman, une âme qui traverse un chemin de guérison avec une force incroyable. Elle n'est pas là pour raconter un fait divers ni pour exposer des détails. Elle est ici pour parler de ce qui sauve, de la vérité, la sortie du silence, la reprise du pouvoir sur son corps, sa vie et son histoire. Alors merci Alice d'être là. Merci d'être sortie de l'ombre et d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à toi, Justine. Alors, dans un premier temps, moi, ce que j'aimerais, Alice, c'est que tu puisses, si tu le souhaites, tout simplement te présenter, mais avec, voilà, si tu veux te présenter comme tu le souhaites aujourd'hui avec tes mots, tu dirais quoi? Alors, du coup, je m'appelle Alice, j'ai 33 ans. Alors, je dirais que je suis une personne qui très déterminée, en tout cas, qui a vraiment envie de s'en sortir, qui j'ai toujours été attirée, on va dire, par la guérison, par la lumière. Voilà, donc là, je suis en pleine transformation je suis comme un petit papillon qui est en train de se transformer. Ok. Et du coup, comme un enfant sur 10, voilà, je fais partie, on va dire, des victimes d'inceste. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour en parler. Ok, mais tu n'es pas que ça. Moi, j'aimerais vraiment savoir, avant tout, où est-ce que tu en es en ce moment? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Quelles sont peut-être tes passions? Tu vois, ce qui vraiment te représente toi. Alors c'est vrai que c'est pas évident pour moi de me définir. Vraiment, cette première question, je trouve qu'au final, elle est compliquée de savoir qui on est. C'est vrai que justement, quand on a vécu l'inceste, on est enfermé, on va dire, dans une grotte. Enfin, moi, c'est l'image que j'ai. Et à travers tout le cheminement, tout le parcours de guérison, on réapprend à se connecter à soi-même. Et c'est un vrai travail, autant que le travail de guérison. Donc c'est pour ça que je suis encore en train de me définir, de savoir qui je suis. Et voilà. Après, sinon, j'adore tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Hein. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés. J'adore le pendule, les oracles. Et oui, j'ai su ça. Il y a Eve qui m'a dit que t'aimais le pendule. Ouais, carrément. Et oui, j'adore le pendule. J'adore la lecture. C'est quelque chose vraiment qui me calme. J'adore la nature. Voilà, j'adore aussi les plantes. Voilà, comme petite mamie. Non, mais enfin, si t'as la main verte. Pas tout le temps, mais voilà, j'essaye. En fait, c'est vrai que par mon expérience, j'ai plus des passions, on va dire un peu sédentaire, c'est ça que tu veux dire? un peu de mamie, quoi, voilà. Parce que tu travailles pas en ce moment, c'est ça? Alors, en ce moment, du coup, effectivement, là, j'ai fait une pause, normalement, je suis travailleuse sociale et j'ai fait une pause, pour me consacrer justement, à ma guérison. Et là, voilà, je suis en recherche d'emploi de nouveau. Donc, voilà. Si quelqu'un passe par là. Dans le social. Dans le social. C'est incroyable que tu travailles dans le social, mais on y reviendra. Oui. En ce moment, si j'ai bien compris, t'es quand même dans un travail de guérison. T'as du temps pour ça. Parce que t'es au chômage. Pour moi, c'est ça. Hein, quand souvent, on est dans des périodes tout à fait. De liberté, finalement, prendre ça vraiment pour une période aussi où on va se reconstruire soi, plutôt que de tout le temps se dire tiens, il faut absolument que je retrouve une activité pour combler du temps, pour m'oublier, pour m'effacer. Oui, tu vois. Mais c'est exactement ça en fait. C'est
moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est important de se poser, justement, pour prendre le temps, on va dire, de guérir, de mettre des mots, d'avancer. Et c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas, que j'ai accepté de prendre une pause pour guérir. C'était pas forcément le cas auparavant, parce que justement, il y a toutes les injonctions de la société qui nous poussent justement à toujours travailler, à toujours faire. Donc voilà, donc non, en tout cas, j'ai accepté. Et puis voilà, là, en tout cas, voilà, c'est bien comme ça. Ok. Comment est-ce que tu décrirais ton chemin de guérison? Je dirais beaucoup de rencontres, beaucoup de temps de pause comme ça, beaucoup de questionnements. C'était quoi les rencontres que tu as fait? Déjà avec des thérapeutes, voilà, une psychologue, avec Qui te suit encore aujourd'hui? oui, c'est ça, donc qui est très important, enfin qui m'aide beaucoup, des kinésiologues, Un psychiatre aussi ou pas? Alors moi, j'ai jamais été suivie par un psychiatre, j'ai toujours été suivie par une psychologue, toujours la même. Psychologue qui fait des techniques particulières ou... Alors pas forcément, mais elle m'a orientée vers quelqu'un qui fait de MDR, du coup, et c'est vrai que ça m'aide beaucoup, mais c'est vrai que moi très tôt, en fait, j'ai compris que pour que je sorte, on va dire, pour que je puisse m'aider, il fallait que j'aille vers l'extérieur, que je trouve des réponses à l'extérieur, et pas mon entourage, on va dire familial, n'était pas propice en fait à répondre à mes questions. Donc c'est vrai que voilà, très tôt, très jeune, à l'âge de 15 ans, voilà, j'ai commencé à chercher des réponses voilà, sur les sites internet, par les livres, tout ça. Est-ce que tu as d'autres techniques à nous partager que tu as faites? Là, tu disais que nous, on s'était rencontrés dans l'univers de la thérapie. Ça, c'est vrai. Je t'ai reçu première fois, je ne sais plus de la part de qui, de quoi. Mais tu es venue. T'as une thérapeute à toi, d'ailleurs, peut-être? La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour la première retraite que j'ai faite. Ah, c'était à ce moment-là? Je pensais que tu étais venue auparavant. Je suis venue après. Ah, ok. Et c'était dingue parce que là, pareil, j'avais intégré un groupe sur Facebook, en fait. Ok. Et à ce moment-là, j'avais rencontré une personne. Et toi, au même moment, j'ai vu ta publication sur la retraite, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, mais tu vois, j'avais pas osé en tout cas. Et la personne que j'ai rencontrée sur ce groupe, un jour, elle m'a parlé en fait de cette retraite. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Et donc, j'étais contactée à ce moment-là. Et je me rappelle, tu m'avais fait un long audio en m'expliquant la retraite. Et c'est vrai que je me suis inscrite. Moi, je me rappelle que tu t'es inscrite tout de suite. Ouais, parce que ouais, mais moi je suis comme ça, hein, je réfléchis pendant 1 heure, puis après une fois que j'ai pris la décision, voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment chouette, ça m'a beaucoup aidé ces retraites, et ça vraiment si les gens peuvent en faire, je leur conseille vraiment d'en faire. Moi ça m'a vraiment beaucoup aidé, c'était juste avant que je prenne la décision de porter plainte. Et ouais. Ça moi, je me rappelle, je t'avais vu en cabinet juste avant. Ouais. Mais ça, on y reparlera tout à l'heure. Fait. On va tous squeezer, on va tous partir. On va dire, mais attendez, on parlait de la fin avant, au début. Ah oui. Et c'est ce filage. Qui a créé ce podcast? Ok. Tu peux boire ton petit café, manger un gâteau. Il est terminé, mon café. Ah, ok. On va s'en faire. On peut s'en servir. Car oui, nous buvons du jus de clémentine. Oui, il est très bon. C'est très bon. Tu m'as parlé d'une phrase qui a été un déclic immense dans ton parcours. C'est la phrase « Je vous crois ». Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça a fait en toi là ce jour-là? Oui, c'est vrai que donc cette phrase-là, c'est ma psychologue actuelle qui me l'a dite. Donc j'ai commencé à travailler avec elle il y a quelques années maintenant. Et c'est vrai que c'était la première fois que j'en parlais, que j'avais une oreille aussi. J'en avais déjà parlé auparavant. À quel âge t'as commencé à en parler? Alors moi j'étais en amnésie traumatique. Du coup, voilà, c'est quand on vit un traumatisme et que c'est tellement dur, que c'est tellement pour le cerveau et surtout qu'à l'heure actuelle on ne peut pas le gérer.
le cerveau va l'enfouir en fait, mais il reste là. Hein. Voilà, ça c'est important. La sensation, c'est comme une espèce de sensation que tu portes, un sac à dos lourd. Moi, j'ai toujours dit que ça transpire. Enfin, tu vois, moi j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Voilà, il y a toujours eu sans le savoir, tu sais, en fait. Vraiment, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Et si tu veux, j'avais fait de l'hypnose aussi dans un autre cadre. Okay. Pas du tout. Et si tu veux, là, j'ai des premiers souvenirs qui sont remontés. Et si tu veux, ça s'est mal passé. Voilà, j'ai eu une mauvaise expérience. En fait, moi, quand j'en ai parlé la première fois, je me suis quand même retrouvée avec une plainte pour diffamation de la part de l'auteur. Et c'est vrai que ça a complètement coupé, on va dire, mon élan de guérison. Ça a coupé mon élan de guérison et ça m'a complètement renfermée et je ne voulais plus en parler, si tu veux. Ouais, mais l'hypnose, du coup, ça fait remonter quoi exactement? Ça fait remonter des sensations, des flashs. Tout à fait. Ok. Et pourquoi tu disais que ça s'est pas passé comme tu voudrais? Parce que tu voulais pas que ça remonte de cette manière-là, dans ces sensations-là? C'est pas forcément ça qui m'a dérangée, c'est que quand j'ai commencé à en parler autour de moi, très vite, justement, donc la personne concernée a porté plainte contre moi, donc vraiment dans les semaines qu'on suivi, et je me suis retrouvée, on va dire, dans une position face à rendre des comptes. D'accord, donc c'est le résultant, c'est pas la séance à proprement dit qui a couru du vinaigre. Ça, c'est grave de le dire que cette personne qui est concernée, déjà, je trouve que c'est intéressant de pouvoir dire que c'est une personne qui existe encore. Oui, tout à fait. Que c'est un sujet qui est au présent. Tout à fait. Tu vois, là, t'avais peur de dire diffamation, mais ça aussi, en fait, t'as le droit. C'est ta voix. Oui, mais c'est vrai. Ce que je veux dire? Parce que c'est un événement de ma vie qui m'a énormément marqué. C'est-à-dire que moi, c'est ton premier frein. Enfin le courage d'en parler et en fait cette personne-là pour se défendre, pour se légitimer, me menace de porter plainte si je ne m'excuse pas. Hein, c'est quand même ces termes, c'est une violence. Et c'est ce qu'il a fait. Je me suis retrouvée à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, c'était il y a 10 ans. J'avais l'impression de me retrouver à la place de la personne coupable. Et ça a été très violent pour moi. T'as stoppé du coup là à ce moment-là tous les soins que tu faisais? J'ai tout stoppé. Ah ouais. J'ai pris 20 kilos. Ok. J'ai tout stoppé parce qu'à l'époque, j'étais en danger. Je me sentais, j'avais très peur qu'il mette, il m'a beaucoup menacé dans mon enfance, j'avais cette menace aussi qui pesait sur moi. J'avais l'impression de créer un peu du chaos autour de moi, que ce soit chez les membres de ma famille, etc. Est-ce que c'était une impression qui venait de toi ou est-ce que c'était vraiment ce qu'on te disait? Oui, un peu des deux. Clairement, un peu des deux. C'est quelque chose. Et donc, effectivement, suite à cela, ça a été très compliqué. J'ai vraiment senti que c'était dangereux d'en parler. Que tout de suite j'allais être muselée, que tout de suite on allait m'accuser en me disant oui mais est-ce que tu as des preuves, ça c'est vraiment la première expérience que j'ai eu auprès de la justice. Ok, mais là du coup quand tu as vu cette thérapeute qui t'a dit je vous crois, ça a libéré quoi en fait chez toi? Du coup quelques mois après j'ai décidé de rencontrer ma nouvelle thérapeute et très vite je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé, etc. Et tout de suite, elle m'a dit, moi, je vous crois. Et tout de suite, elle m'a expliqué, que la plainte pour diffamation à mon encontre, c'était de la défense. Que tout de suite, elle a mis des mots, en fait, et ça m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce que ça a créé à l'intérieur de toi? Il s'est passé quelque chose pendant ce rendez-vous, là? Tu t'es sentie... je me suis dit, déjà que j'étais plus seule avec ça. Parce que moi, le poids de la solitude, je l'ai bien senti. Et je me suis dit, en fait, elle me croit. Donc, c'est que je suis pas folle, c'est que c'est pas dans ma tête, c'est pas moi qui exagère. Je me suis dit, puis elle m'a clairement dit aussi, je vous crois, je vais vous aider, je vais vous accompagner. Il y a vraiment beaucoup de soulagement, en tout cas, je savais que c'était le début de quelque chose, en tout cas. Ok. Pourquoi cette phrase, elle a changé ta trajectoire dans ta guérison? Parce que c'était, je vous crois, ça veut dire que je n'étais pas responsable de ça,
que ce qui est arrivé, ben c'est bien arrivé et que c'est grave, que et que effectivement que c'est grave, que ce n'est pas normal et que c'est très lourd à porter et que tout ce que je ressentais, ben oui, c'était légitime et que voilà, on allait commencer droit, à travailler. en fait. C'était un peu Voilà, ça, c'est ça. C'est à un moment donné, c'était, moi je me rappelle, jusqu'à présent, je vivais j'étais la plus effacée, j'étais très discrète, on ne m'entendait pas, que ce soit à l'école, je ne tissais des liens avec personne. Au niveau familial, c'était très complet, très difficile. Il n'y a pas eu d'alerte autour de toi par rapport à ton comportement? Alors moi justement, en fait, donc moi je suis la deuxième de 3 enfants. Et c'est vrai que voilà, mon entourage familial avait ses propres difficultés, ses propres dysfonctionnements, ses propres et puis moi, comme je te dis, moi à un moment il m'a menacé quand même de mort si j'en parlais, et aussi il a menacé de s'en prendre à ma famille. Donc moi, l'enfant que j'étais à intégrer, construite comme ça. Voilà, que si j'en parle, il va faire potentiellement du mal à ma famille, ce que je ne voulais pas. Donc je me suis fait la plus discrète, la plus transparente, la plus pose aucun problème, voilà. Donc, qui n'entend pas, très souriant, qui ne pose surtout pas de problème. D'accord. Et qui voilà, parce que je sentais déjà qu'il y avait des problématiques qui ne m'appartenaient pas au sein familial. Si en plus moi j'arrive, l'autre il m'a menacé de mort, et moi potentiellement je l'ai cru. Donc juste avec quel âge quand tu as été menacée de mort? Je devais avoir 6-7 ans. D'accord. Voilà, ça a commencé mes 6 ans jusqu'à mes 11-12 ans à peu près, ouais. Ça, on en reviendra si tu as envie de développer. On va pas parler de faits, ni de personnes, ni de ce qui pourrait en fait identifier qui que ce soit. Oui, moi ça j'y tiens, c'est pas du tout pas de prénom, pas de nom, pas de détails, parce que ce qui compte, c'est ton vécu intérieur, d'accord, ton processus, ta reconstruction. Moi, c'est ça qui m'intéresse et qui, je pense, va vraiment intéresser toutes les personnes qui ont vécu et qui vivent peut-être la même chose que toi et qui peuvent aider. Enfin, en fait, le but, c'est vraiment d'avoir une projection la plus large possible, et aussi pour toi, parce que moi, je me suis rendu compte que toutes les personnes que j'accueille au cabinet, qui pour la première fois osent dire les choses, il y a juste une notion de se sentir beaucoup plus légère. Tout à fait. Même si les faits sont là, les choses sont là, il y a vraiment, tu sais, moi je vois la sensation que tu as ressentie avec ta thérapeute, c'est le fait de se sentir enfin à respirer, d'avoir le droit de prendre de l'espace là. Comment est-ce qu'on vit quand on arrive à se taire aussi longtemps? Pour répondre à ta question, voilà, moi comme je te disais, moi, très vite, quand il a commencé ses agressions, il m'a muselée en me disant, voilà, en me menaçant, hein, comme je disais. Et donc, à partir de là, et moi, c'était juste avant, parce qu'à ce moment-là de la menace, c'était vraiment au tout début. Donc, j'avais vraiment 6-7 ans, hein, j'étais toute petite, hein. Et l'âge de ton fils? Ouais, moi je l'ai cru, la manipulation aussi, hein, ça aussi très très important chez ces personnes-là qui manipulent, qui moi voilà, c'était beaucoup de si j'étais si méchant que ça, pourquoi papa il rigole avec moi? Pourquoi papa il est tu vois, pourquoi il m'aime bien, pourquoi il m'invite en fait, tu vois. Donc il y a beaucoup de manipulation, de retournement de cerveau à partir de là. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là aussi, moi j'avais encore l'espoir que quelqu'un vienne m'aider. Et en fait, j'ai très vite compris dans les événements suivants que ce serait pas le cas, que je serais toute seule avec ça. J'ai compris aussi qu'il valait mieux me taire, qu'il valait mieux que je fasse ce qu'il voulait pour encore une fois voilà protéger mes parents ainsi que mes frères, et aussi parce que je n'arrivais pas à nommer. Je savais que c'était grave dès les premières secondes. Je savais qu'il y avait quelque chose qui était grave, que ce n'était pas normal. Il y avait aussi le secret, le fameux secret. C'est voilà, donc il y a vraiment un terrain, on va dire, toute une préparation chez en tout cas l'agresseur qui est mis en place. Et c'était voilà, c'est tu ne parles pas. Moi, je l'ai cru. Je me suis dit oui, effectivement, il a peut-être raison. Peut-être effectivement que c'est moi la méchante. Peut-être que c'est moi qui, peut-être que je l'ai cru en tout cas. Voilà, j'ai cru qu'il était capable, parce que les deux versants, le côté gentil, puis le côté très violent. Moi, à ce moment-là, j'ai vu deux facettes, et je me suis dit oui, effectivement.
peut-être qu'il est pas si méchant que ça, peut-être que c'est au nom de l'amour, il mettait ça en avant. Et moi, je me suis dit oui, c'est peut-être ça. Et ce qui fait que j'ai grandi. Et puis après, les événements qui ont suivi, j'ai compris qu'on m'aiderait pas. Et ben en fait, j'ai grandi avec Il faut se taire. Il faut se taire, surtout pas faire de bruit, surtout ne pas déranger. Je voyais au niveau de mon entourage familial que c'était aussi compliqué. Donc je me suis dit... C'est-à-dire que les personnes autour de toi, ta famille, tes parents, étaient plutôt aussi partants de « on ne dit rien sur aucun sujet ». Alors ils n'étaient pas au courant. Mais sur d'autres sujets, tu sais, dans des familles, t'as souvent ah non, on va pas en parler. Ça peut être tout un tas d'autres sujets, hein. Tout à fait. Moi, j'ai très vite senti qu'ils étaient débordés par leurs soucis. Mes frères n'allaient, c'était aussi, voilà, il y avait d'autres problématiques. Et moi, en fait, j'avais pas réellement de place. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il a beaucoup joué, en disant qu'il m'avait choisi moi, qu'il m'aimait. Donc tu vois, ça aussi, moi j'étais en carence affective à ce moment-là aussi. Enfin tu vois, il y a vraiment tout un terreau qui se met en place. Et moi j'ai grandi avec ça en fait, en me disant donc c'est extrêmement lourd, très 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 lourd. Le poids de la solitude est aussi lourd que le poids des gestes, voilà. Le poids aussi, moi j'étais toujours en alerte, tu vois, en mode en hypervigilance au téléphone. Je me disais est-ce que c'est lui quand j'entendais une voix d'homme. Moi, je sais que il me disait toujours je reviendrai, donc j'avais toujours cette peur qu'il vienne à l'école, tu vois, qu'il vienne me chercher toujours en alerte. À l'école, je sais pas, j'avais des difficultés à avoir des relations de confiance, que ce soit avec les adultes ou avec les enfants. Donc beaucoup de solitude en tout cas dans mon parcours, et c'est vrai que et puis beaucoup de ces petites graines qu'il a mis dans ma tête en me disant que c'est de ma faute, que j'étais méchante, que j'avais intérêt à rien dire, sinon voilà, sinon il y aurait des morts à cause de moi, des choses comme ça. C'est vrai que c'est difficile. Quand je suis devenue le rapport au corps aussi très compliqué, je niais complètement une partie de mon corps. Voilà, l'entourage familial qui n'aidait absolument pas aussi par rapport au corps. Et c'est vrai que il y a eu un événement qui s'est passé, on va dire, avec un de mes frères. Et là, en fait, ça m'a permis de sortir du silence. Ouais, c'est d'ailleurs un de mes frères qui m'a, par son expérience à lui, moi, il m'a permis de me dire, il faut que je me fasse aider là. C'est trop lourd. Il y a quelque chose donc à la base de la base, vu que j'étais en amnésie traumatique. Je me disais, il faut que je me fasse aider. J'ai tout de suite compris, moi, qu'il fallait que je me fasse aider parce que j'avais... T'avais quel âge, là, à ce moment-là? J'avais... bonne question, quel âge j'avais à peu près, hein. Ouais, 17-18 ans. Donc, près de la majorité, hein. Ouais. J'ai très vite compris quelque chose qui n'allait pas dans le système familial. C'était déjà une femme, en plus? Ouais, mais ça, c'est compliqué, d'être... Ouais, cette notion de sortir de l'enfance. De l'enfance, tout à fait, d'être une femme. Ouais, et puis les premiers aussi, à distance, je rencontrais par mon fils, ça y a eu... Tu vas nous raconter tout ça. Avec plaisir. Donc, ce qui t'a permis de sortir du silence, c'est cette aventure que ton frère aîné a vécu. Oui, tout à fait. C'est ça. Ça t'a permis de toi-même te rendre compte que tu avais vécu aussi quelque chose qui nécessitait de sortir du silence. C'est vrai que c'était assez violent, donc moi j'ai toujours l'impression de porter en fait la famille, mais à ce moment-là, moi je me sentais plus à même de le faire. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'ai rencontré une première psychologue qui connaissait aussi mon frère, du coup, et elle, elle m'a aidée aussi. Ça a été un premier pas. En tout cas, aussi avec elle. C'est toi qui avais décidé de prendre rendez-vous? J'ai décidé de prendre rendez-vous avec elle, oui. Mais parce que il fallait que je m'en sorte. Enfin, voilà, il fallait me sortir de là, quoi. C'est quoi les mécanismes du corps que tu as traversés, les dissociations, l'amnésie, les flashs, et comment tu les expliques avec tes propres mots? Alors oui, avec mes propres mots, parce qu'effectivement, c'est pas... Alors moi, comment je l'ai vécu? Déjà, la dissociation, c'est quelque chose que moi j'ai vécu lors d'un souvenir, lors d'une fois c'est pour moi le plus violent.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai cru que j'allais mourir. Voilà, c'était vraiment pour moi, j'allais mourir. La douleur, la souffrance et aussi l'étouffement, la sensation d'étouffement très présente. Moi, j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment, littéralement, la mort, je l'ai vue face à face. Voilà, elle m'a dit coucou, quoi. Et je sais qu'à ce moment-là, lors de cet événement précis, c'est comme si il y avait une deuxième Alice qui était sortie et qui hurlait, tu vois, de faire quelque chose, de très spectatrice, c'est vraiment de dire mais bouge-toi, fais quelque chose, crie, on peut t'entendre. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'encore aujourd'hui, j'ai, hein, d'accord, c'est ces deux parties. Quand je me retrouve, par exemple, dans des situations qui peuvent me paralyser, j'ai toujours ces deux Alice. Par exemple, là, dans le présent, si tu pouvais me défiler une situation pour toi où tu fais une dissociation, ce serait quoi? Ben, si par exemple, je vais me retrouver face à une difficulté, je sais qu'il faut bouger, qu'il faut stress. Voilà, face à un stress, vraiment. Mais avec le temps, c'est vrai, puis tout le travail, voilà. Mais c'est vrai que des fois, je vois en fait que là, ça nécessite une action, de passer à l'action, de faire. Et moi, en fait, tu vois, il y a deux parties, une qui me dit bon bah allez, bouge-toi, en fait, fais quelque chose. Et en fait, cette partie-là qui ne bouge pas, qui reste bien ancrée, et ça me fait ça. D'ailleurs, c'est vraiment lié à la peur de mourir aussi. Si je ne bouge pas, je meurs. Enfin, si on reste comme ça, à rester intact, on meurt. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je travaille beaucoup au quotidien. La dissociation. Ouais, la dissociation avec le MDR aussi. Donc ça, c'est là, j'ai commencé au mois de juillet. C'est assez récent, du coup, le MDR. Oui, c'est tout récent parce que ça me faisait un peu peur. Donc, le MDR, c'est une technique vraiment spécialisée pour le traumatisme. Il n'y a que ça aujourd'hui pour traiter un traumatisme. Parce que quand on vit un traumatisme, les souvenirs, voilà, donc voilà, je vais raconter comme ça. Chaque jour, quand on va dormir, on va traiter, on va bouger des yeux pendant notre sommeil, donc c'est inconscient, et on va traiter les informations qu'on a vécues dans la journée. Tu vois, mais quand on vit un traumatisme, ça reste ancré, on va dire, dans une partie du cerveau, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, le cerveau n'arrive pas à traiter, si tu veux, cette information, et ça reste un peu comme des onglets dans notre ordinateur. D'accord. C'est toujours là. Ça reste en éveil. Et du coup, ça fait après quoi, des flashs ou au contraire des amnésies? Ben, ça crée la dissociation, ouais, ça crée de l'hypervigilance, ça crée toujours, tu vois, d'être en alerte, de la méfiance, enfin en tout cas chez moi, hein. Mais après les flashs, effectivement, moi comme je disais, j'ai toujours eu par exemple, tu vois, j'ai un souvenir à la piscine quand j'étais en 6e, tu vois. La professeure, en fait, nous avait assis parce j'avais du mal, en fait, à faire les mouvements de la piscine. Et tu vois, j'étais assise en tailleur, comme ça, et elle m'avait, en fait, un peu écarté les jambes. Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué, tu vois, qui m'avait mis mal à l'aise pour plusieurs jours. Tu vois, si tu veux, il y a plusieurs événements comme ça qui me disaient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, effectivement, j'ai eu les premiers flashs. Là, c'est pareil, c'est assez violent, c'est suivi de... Puis c'est des flashs qui viennent à n'importe quel moment, hein, on va dire. En pleine journée. Moi, je suis maman, du coup, d'un petit garçon. Par exemple, hop, là, il va me parler de quelque chose, ça va me rappeler mon enfance, et tu vois, et hop, des flashs. Quand je médite, oui, parce que je médite, des flashs aussi, tu vois, des odeurs, et ça, c'est quelque chose qui est très... ça s'invite en fait dans le quotidien. Et la nuit aussi? Oui, moi je fais beaucoup de cauchemars, de somnambulisme. D'ailleurs, si Isabelle, tu passes par là, elle a dormi avec moi pendant la retraite, et voilà, elle a vu en tout cas que c'était compliqué le sommeil pour moi. Je pense qu'elle ne t'en veut pas. Non, absolument pas. On lui a remboursé une retraite, mais non, je plaisante. Non, elle était, mais c'est vrai que voilà, en tout cas, c'est quelque chose que
C'est des choses qui arrivent, hein. Même des fois sans trauma, il y a des personnes qui ont un sommeil très agité. Hein. Tout à fait. Des terreurs nocturnes. Beaucoup de terreurs nocturnes, ouais, c'est ça. Et effectivement, voilà, moi je faisais beaucoup de cauchemars, par exemple, où tu vois, je m'imaginais c'était toujours les mêmes. J'étais dans le noir, tu vois, allongée, je pouvais pas bouger, et je sentais une respiration coller à mon oreille, tu vois. Et ça pendant des années. Voilà, mais bon. Là, tu as mis quoi en place d'ailleurs pour mieux dormir chez toi? Bah là, du coup, déjà, j'ai verbalisé aussi parce que c'est des angoisses pour moi qui n'étaient pas, c'était voilà le traumatisme en fait. Donc le travail sur moi et puis beaucoup de méditation, beaucoup je trouve que la clé c'est de verbaliser, en fait, de mettre des mots. Vu que moi j'avais la sensation de pas savoir ce que je vivais, de pas comprendre, ben de mettre des mots petit à petit. Bah en fait ça permet de verbaliser et de soulager, j'imagine, l'inconscient et donc de faire. Je fais pratiquement plus cauchemar aujourd'hui quoi. Ça se voit comment aujourd'hui dans ton corps? Dans le corps, alors c'est compliqué avec le corps, hein, je vais pas le cacher. Mon corps. T'es maman déjà, du coup, donc t'es tombée enceinte, t'es toujours avec le papa de ton fils? Non, je suis séparée du papa de mon fils. Est-ce que ça a un lien ou pas de lien? Oui, je pense que oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est d'une manière ou d'une autre rejouer, on va dire. Bah oui, en fait, le traumatisme, mettre en place des systèmes de défense, tu vois, des armures hyper infranchissables. Donc je pense que c'est par rapport au corps, effectivement, c'est un long cheminement, en tout cas. Moi, l'image que j'ai eue pendant très longtemps, c'est l'image d'un mouchoir usagé jeté dans la rue, tu vois, à la poubelle. Et moi, qu'est-ce que j'en fais en fait de ce mouchoir usagé? Est-ce que c'est réellement un mouchoir usagé? Est-ce que et aussi j'ai, tu vois, beaucoup de questionnements par rapport à mon corps, le fait de le voir, c'est accepter qu'il a été abîmé, c'est accepter ce qu'il a subi aussi. Et là, tu vois, ça fait vraiment. Donc, il faut savoir que jusqu'à ma grossesse, donc il y a 6 ans, moi, mon corps n'existait pas. Voilà, je m'en occupais, mais je m'en occupais pas réellement. C'est comme si c'était une autre personne à côté de moi. Donc là aussi, c'est une dissociation. Tout à fait. Et je m'en occupais pas. Et quand je suis tombée enceinte, là, c'est vrai que comme il y avait mon fils dans le ventre, pour lui, par amour pour lui, j'ai vraiment, je me suis mise, tu vois, à la piscine 3 fois par semaine. Je me suis vraiment, c'était la première fois de ma vie que je m'occupais autant de mon corps, par amour pour mon fils, parce qu'il y avait mon fils dedans. Je voulais qu'il se sente bien. Je voulais qu'il soit, qu'il se sente bien dans mon petit ventre. Et c'est vrai que depuis qu'il est né, c'est un long chemin, voilà, pour le voir, pour l'accepter, pour l'aimer aussi. Il y a eu un moment donné où j'étais très en colère aussi contre lui, parce que je me disais, en gros, s'il n'était pas là, alors que on peut pas vivre sans corps, tu vois, on le sait, tu vois. Rare sont les personnes sans corps. À un moment donné, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Ben, je me disais, qu'est-ce que t'as fait pour que ça arrive, en fait, tu vois. Donc, j'ai eu beaucoup d'émotions vis-à-vis de lui. J'ai l'impression que c'était pas mon corps, que je voulais changer de corps, et il y a eu cette phase où je voulais qu'on reconnaisse que mon corps allait mal. Je voulais qu'on reconnaisse que on lui avait fait du mal. Je voulais qu'on reconnaisse qu'il était cassé pour pouvoir le réparer. C'était vraiment ces images. Et suite à ça, il y a eu la justice qui est arrivée. Et là, pour la première fois de ma vie, on m'a entendu, tu vois. Et ça, c'est vrai que il y a vraiment quelque chose qui s'est passé petit à petit. Et avec ton corps en même temps, la parallèle. Oui, parce que si la juge, donc moi j'ai eu la chance, et ça aussi c'était important pour moi de le dire,
Moi, avant d'être entendue par donc le parcours de justice, ça peut être compliqué et compliqué. On va en parler tout à l'heure de la justice. Voilà, mais ça c'est aussi important que moi je donne mon point de vue parce que pour casser un petit peu tout ce qu'on entend, parce que moi j'étais oh là là mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? T'appréhendais beaucoup. Oui, parce que je me suis beaucoup renseignée et puis mais là moi au contraire, ça a été c'était tu vois, la juge ça représente quand même la justice, tu vois, une sorte de et si tu veux, toute cette année-là 2025, ça m'a vraiment permis de regarder en face mon traumatisme en fait, le traumatisme. Et mon corps, et de le raconter aussi, et de les détails, etc. Peut-être que tu vois, t'as vraiment toutes les choses en face des yeux, quoi. Et puis tu vois aussi dans le cadre de la plainte, il y a une expertise avec moi. C'était une psychologue du coup, et si tu veux, elle permet de et elle a mis des mots traumatisme, stress post-traumatique, tu vois. Elle a mis des mots. Et en fait, là, pareil, ça. Je sais pas encore, je suis peut-être trop plongée encore dedans, mais ça m'a beaucoup aidée. Et aussi, j'ai eu la chance, parce que j'ai eu beaucoup de douleurs au niveau gynécologique, pas de règles, tu connais, tu vois quoi, pas de règles, des douleurs vraiment très fortes au niveau gynécologie, des cycles complètement anarchiques jusqu'à ne plus avoir de règles. T'as des problèmes de santé à ce niveau-là? T'as une endométriose? J'ai de adénomiose. Adénomiose, j'ai un SOPK. Mais ça, c'est tout récent. C'est tout récent? C'est diagnostiqué? Ouais, parce que jusqu'à présent, ça fait très longtemps que j'ai ces douleurs-là. En fait, ça fait longtemps que tu as de l'adénomiose, du coup. Ouais, voilà, ça fait hyper longtemps, mais si tu veux, aller voir le médecin, lui expliquer, moi, j'ai ça, c'est très dur, c'était pour moi dur, tu vois. Même de dire tes sensations. Exactement, puis d'être entendu. Et là, en fait, j'ai rencontré, c'est ma psychologue qui m'a orientée vers un médecin, et je lui ai expliqué du coup ce que j'avais vécu, etc. Et elle, si tu veux, vraiment, je suis vraiment heureuse de l'avoir rencontrée parce que, comme elle me dit, moi, je vous soigne dans votre globalité, dans votre histoire, mais aussi dans le corps, mais aussi. Et elle m'a fait faire toute une série d'examens poussés, de d'IRM, l'IRM. Alors, je n'arrive pas encore à expliquer pourquoi. Le fait de voir à l'intérieur de mon corps. Je ne sais pas expliquer pourquoi. C'est comme si je voyais mon corps et je me disais oui, bon ben là et tu vois. Un corps quoi. Ouais. Et tout le long de cette année 2025, je me suis dit mais en fait et tu vois ça a changé. Je commence vraiment avec la nourriture. Je commence aussi à changer mon rapport à la nourriture. C'était la première fois que je le vois. Tu vois et que je vois le traumatisme aussi par tous ces aspects-là quoi. Oui parce je pense que on a reconnu. Voilà moi si tu veux, je sais pas si on a un procès. Tu vois, c'est peut-être dans 5 ans, j'en sais rien. Mais moi, ce que je vois, c'est que deux femmes, en tout cas, encore une fois, une juge et aussi une experte, ont reconnu que ce que je disais était vrai, que ça méritait d'aller plus loin. Voilà, ça on va en reparler. Tout à fait. Là, moi, je voudrais juste qu'on finisse sur le sujet de la thérapie. Tu disais qu'il y avait des thérapies qui t'avaient aidé. T'as dit donc il y avait l'EMDR. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que beaucoup de personnes ont peur. Et là, tu l'as dit. Oui. J'ai commencé. Moi, je me rappelle quand je t'ai rencontrée, tu m'as dit je vais commencer l'EMDR. Mais en fait, tu ne l'avais pas commencé. Non. Parce que tu l'as commencé au mois de juillet. Ça fait parce que l'experte justement que j'ai rencontrée m'a dit écoutez là elle m'a dit en partant, elle m'a dit s'il vous plaît prenez rendez-vous pour l'EMDR. Ça va beaucoup vous aider. On peut pas être prête et prêt à faire ce type d'expérience, je pense. Mais pour moi, tu l'as dit, c'est l'une des méthodes les plus finalement utiles dans ces situations-là de trauma. C'est comme elle me disait, oui, c'est ça. C'est le MDR, c'est spécialisé pour le traumatisme. Et ouais. Mais c'est vrai que c'est pas évident, C'est pas du tout évident, et c'est pour ça que c'est super de trouver aussi des bons et des bonnes professionnels qui t'accompagnent, d'avoir un bon suivi avant de commencer les séances de MDR. Tu vas pas arriver dans le cabinet de quelqu'un et de commencer directement par allez, c'est parti, on commence le MDR. Il y a tout un process. Oui, exactement. Et tu peux m'en parler d'ailleurs, comment ça se passe toi une séance de MDR Ben déjà la première séance de MDR effectivement c'est expliquer pourquoi on vient, expliquer du coup il y a besoin aussi de faire confiance à la personne qui nous le fait. S'il y a pas de confiance, c'est compliqué. C'est ça. Et puis il y a aussi moi je dis toujours
au fil des années, il y a des gens qui sont pas spécialisés dans le traumatisme, enfin, qui s'y intéressent pas et qui pensent qu'on traite les victimes comme ça, mais non, je pense que ça demande vraiment une vraie approche, voilà. Et puis non, il faut aussi définir, et ça je trouve hyper important, un lieu de sécurité, une safe place en fait. Donc par exemple, ça peut être, moi c'était un endroit dans la nature où je me sens bien, un endroit que tu connais, que je connais, où je me sens en sécurité, où mon système nerveux n'est pas trop en mode survie, mais ça va. Et en fait, elle te fait visualiser, tu vois, et voilà, elle me dit là, en fait, si jamais ça ne va pas, on peut retourner dans cet espace de sécurité. Voilà, donc elle prend bien le temps. Moi, je sais qu'elle m'a expliqué que le premier souvenir était très important parce que c'est là où il y a le choc, c'est là où il y a l'incompréhension, où là il y a la stupeur, où il y a et en fait, c'est là où tout a commencé au niveau du cerveau, où là, le cerveau, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? On a pris beaucoup de temps pour travailler. Et alors, moi, c'était justement, mais moi, ça m'aide à revenir dans mon corps, puisque le MDR, c'est vraiment, c'est travailler les sensations dans le corps. Et moi, je me suis rendu compte que depuis toutes ces années-là, par exemple, tu vois, là, je peux être allongée sur le canapé. Non, je suis assise, hein, mais je sens dans mes jambes depuis toujours. C'est quelque chose que je me suis habituée, comme l'angoisse au réveil, comme l'anxiété. C'est des sensations que j'ai toujours eues. Mais en fait, elle m'a expliqué que, par exemple, moi, dans mes jambes, c'est la sensation de ne pas pouvoir avoir fui, de pas m'être enfui, de pas avoir en fait, cette même sensation que j'ai depuis toujours, en fait, je l'ai ressentie à l'EMDR, tu vois. Un corps un peu en alerte, quoi. Mais moi, toujours, enfin, tu vois, toujours incapable de D'ailleurs, ça me fait toujours rire parce que, tu vois, j'ai vu tu vois, toi, tu m'as massé. On peut me dire, mais détends-toi. Et moi, je suis en mode, mais oui, mais moi, je vais très bien, là. Alors, moi, je préviens la terre entière, je ne dis jamais aux gens de se détendre. Je vous en supplie, sachez-le, ne vous détendez pas, hein, ne lâchez pas prise. Allez, le lâcher prise, c'est le dernier souffle. C'est ce que je dis souvent aux personnes qui viennent me voir. Mais c'est super. Eh oui. Voilà, ce qui est intéressant dans le massage bien-être, on va le dire, parce que sinon on est puni par la loi, c'est du coup de reconnecter en fait à sa peau, à ses sensations. On peut aussi se dire, mais en fait, je savais même pas que ma peau elle était comme ça, alors qu'en fait je me nettoie tous les jours, je prends une douche ou je me coiffe, je me maquille. Tu vois, je mets des chaussettes, enfin, des choses du quotidien, là, en fait, par le corps, par, en fait, toutes les thérapies psychocorporelles, parce que le MDR, je trouve que ça en fait partie. Même si on n'est pas sur le palpé, on peut être à l'intérieur. Et oui, l'EFT. Et elle me touche parce qu'en fait, parce que du coup, si elle te touche pas, les sons aussi, peut-être, non, elle fait pas le son avec toi? Moi, elle me fait vraiment me concentrer sur, tu vois, au début, j'arrêtais pas de parler. Je dis oui, moi je vois ça. Enfin, elle me dit non, mais ne parlez pas. Ok, tais-toi. Et concentrez-vous sur le corps. Et ça, tu vois, c'est plus difficile pour moi. Donc non, en fait, elle va faire avec les doigts le mouvement en fait de va-et-vient et aussi tapoter les genoux pour vraiment intégrer. Et elle va me dire, ce que je trouve ça génial, c'est par exemple, si elle va me dire, alors qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je dis, par exemple là, dans les jambes, moi, ça fait comme si j'avais des fourmis dans les jambes. Elle me dit, ça, c'est parce que vous n'avez pas pu fuir. Donc, concentrez-vous sur cette sensation. Et tu vois, et en fait, ça se déplace dans le corps, en fait, tu vois. Bon, je pleure à chaque fois. Donc, tu libères aussi les émotions. Oui, c'est pas évident, hein, vraiment. Mais je trouve que c'est hyper, par exemple, là, le premier souvenir, parce que moi, du coup, on s'attaque à tous les souvenirs. Et le premier souvenir aujourd'hui, tu vois, je sens que c'est passé, tu vois, je peux en parler librement. Ça, c'est génial, vraiment. C'est une belle victoire. Ouais. Comment la spiritualité, elle s'est ajoutée dans ton processus? Parce que là, tu vois, on parle de la justice, des choses très terre à terre, etc. Oui. Comment est-ce que tu t'es ouverte? Ou alors, est-ce que peut-être, éventuellement, ça a toujours été en toi? En fait, moi, comme je te disais, j'ai toujours eu la sensation... j'ai toujours une bonne intuition, depuis vraiment toujours même enfant, etc. Et en fait, comme je disais, par rapport à l'événement de mon frère, je me suis réveillée en pleine nuit, tu vois, et je savais. C'est comme si on m'avait réveillée, qu'on m'avait chuchoté à l'oreille. Attention, là, il y a quelque chose de grave qui se passe.
vite, réveille-toi. Ça m'est arrivé 2 fois. J'ai eu cette sensation de savoir ce qui se passait. Tu fais ça là avec tes doigts par rapport au niveau de ton ventre? C'est Oui, parce que c'était, c'est une je le sensation savais. physique? Oui, je le savais. Je me suis réveillée. C'est comme si on m'avait dit réveille-toi. Il y a quelque chose qui se passe de très grave à ce moment-là. Je savais ce qui se passait et avec la personne, avec mon frère. Tu vois, j'étais là et ça m'a vraiment interpellée parce qu'il n'y avait pas de doute. Je savais que c'était ça et je pense que c'est ça l'intuition. Et en fait, en 2018, là, je pense qu'il y a eu le début de quelque chose par rapport à la spiritualité parce que j'étais dans un appartement et j'avais le lustre déjà qui bougeait, mais vraiment un gros lustre, hein, pas un petit lustre, voilà, tu vois, un truc plus gros que ça encore, immense. Et tu vois, je me sentais observée et j'ai commencé à ce moment-là la méditation. Et quand je méditais, je sentais qu'on me faisait des petites caresses au niveau des joues. Je me sentais observée, je faisais des cauchemars où je voyais tout de suite, c'est vrai que et à ce moment-là, le hasard fait que ma voisine me permet de rencontrer une personne qui était, je pense, médium. Et elle, à partir de quand je suis arrivée chez elle, tout de suite, j'ai senti à ce moment-là, je commençais à sentir qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et elle m'a dit, alors qu'en fait, elle devait m'aider pour faire mes écrits, tu vois, pour mon diplôme de travailleur social, mais pas du tout on parlait que de spiritualité. Et elle m'a dit, mais toi aussi, tu as des capacités, tu sens les choses. Et là, elle m'a dit, il y a une dame à côté de toi, et c'était ma grand-mère en fait, et elle m'a dit parle-lui. Et là, petit à petit, j'ai commencé à parler, voilà, à ressentir tout ça. C'était ta grand-mère à toi? Ouais. Ok. C'est ma grand-mère maternelle. J'ai toujours la sensation qu'elle est depuis toujours. Hein, Elle était partie à quel âge? T'avais quel âge quand elle est partie, ta grand-mère? Je l'ai jamais connue. Ah, tu l'as jamais connue. Et pourtant, j'ai toujours eu cette sensation de la connaître, de qu'elle me protégeait. Là, je lui parle tous les jours. Enfin. Elle s'appelle comment ta grand-mère? Madeleine. C'est Mamie Mado. Et du coup, et c'est vrai que même mon fils d'ailleurs, hein, lui parle tous les jours. Voilà. Et si tu veux, elle m'a dit parle-lui parce que et là petit à petit en fait je me suis mis à lui parler, j'ai eu des signes, des synchronicités, enfin un truc de fou et ce qui s'est passé aussi pendant le confinement là pendant le premier confinement en 2020 là pareil j'ai rencontré Isabelle Serre, je sais pas si tu voilà mais elle je sais pas pourquoi j'étais pas du tout attirée par les oracles, les tarots, tout ça. Et en fait du coup ça m'intéressait pas forcément parce qu'à l'époque elle faisait des tarots, des oracles et moi j'étais et un jour, j'ai toujours vraiment tous les jours, alors que il y a eu une espèce de vague d'Isabelle tout Serre. le temps. Ils sont très beaux ces jeux. Voilà, elle était tout le temps là. Et un jour, en fait, je l'ai entendue en live. Ouais. Et là, je sais pas pourquoi, ça m'a direct parlé. Elle m'a tout de suite, j'ai trouvé que son vécu, tout ça m'avait parlé. Et j'ai découvert qu'elle faisait des conférences aussi. Et je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, j'avais accès, je m'étais inscrite, j'avais accès à ces conférences. Et là, de fil en aiguille, j'ai appris beaucoup de choses, donc les guides, plein de choses. Je pense aussi que pendant le premier confinement, j'ai fait des voyages astrales parce que je me réveillais, avec des trucs de fou. J'avais l'impression d'être partie hyper loin. Je sais pas si voilà, petit à petit, en fait, voilà. Donc tout ça, ça fait partie de ton processus aussi de guérison à travers la spiritualité. Oui, oui. Que le monde spirituel existe réellement. Voilà. Après, c'est mon expérience, en tout cas, mais oui, bien sûr, oui. Beaucoup de femmes qui nous écoutent pensent qu'elles inventent, qu'elles exagèrent. Est-ce que tu peux leur expliquer, toi, ce que tu as compris du fonctionnement d'un traumatisme? Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est justement une des graines que une des graines, c'est pas des graines, mais c'est du poison, en fait, qu'on nous met dans la tête en disant que c'est de notre faute, que on peut penser qu'on exagère dans le sens où est-ce que c'est peut-être moi qui ai mal compris, puis bon il est pas si méchant que ça aussi, donc tu vois est-ce que réellement tu vois il est quand même rigolo, enfin moi je me disais ça, il est quand même sympa, les gens ils l'aiment bien, tu vois, bon est-ce que c'est pas moi qui exagère un peu, c'est pas moi qui suis est-ce que ça sert à quelque chose que je dise les choses? Voilà, est-ce qu'on va me croire aussi, et puis comment expliquer quelque chose que moi-même j'avais du mal à nommer. Et oui. Ça c'est quelque chose donc non, ça justement c'est en faisant un travail sur soi
qu'on peut justement nommer. Moi, par exemple, avant, j'utilisais jamais le terme inceste ou viol, parce que pour moi, à peine je disais abus, tu vois. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi quand tu dis ces mots-là, ou en tout cas quand tu les disais, qu'est-ce que ça créait chez toi? Un syndrome un peu d'imposture? Quand je disais non, bah attends, tu vois, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis coupable en fait. Okay. Et puis bon, tu vois, je suis pas sûre de ce que j'ai vécu. Enfin, tu vois, en gros. Et quand ça vient de l'extérieur, que t'entendais peut-être à la télé ou dans une conférence, etc., une personne qui disait clairement le mot viol, inceste. Eh ben, ça m'a beaucoup aidé justement. Déjà, ne serait-ce que le mot viol. Le viol, c'est vraiment toute pénétration. Oui. Que ça soit toute forme de pénétration. Hein. Et ça, c'est important aussi de le dire. Et l'inceste aussi, moi, ça, c'est vraiment important. J'ai beaucoup lu sur le sujet. L'inceste, c'est donc dans le milieu familial, mais pas que les parents ou les frères et sœurs. Ça peut être un gentil tonton, ça peut être un gentil cousin, ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être c'est vraiment l'inceste, ce n'est pas que les parents, le père, le beau-père, c'est vraiment ça peut être un cousin, ça peut être un grand-père, ça peut être une grand-mère, ça peut être vraiment tu vois, un beau papa, une belle maman, c'est vraiment dans le cadre familial quand il y a un lien, on va dire intrafamilial. Voilà, et ça c'est très important de mettre des mots. Moi je trouve pour moi ça fait partie de la guérison d'arriver de dire oui, là j'ai vécu des viols, c'est très grave. Et c'était aussi de l'inceste parce que l'inceste et tous les viols sont très graves. L'inceste, ça a la particularité c'est que c'est au sein familial et si tu veux, il y a de ça aussi, c'est si je parle, comment est-ce que je vais pas faire de la peine aux autres, est-ce que je vais pas, puis il est si gentil, tu vois, auprès des autres, est-ce que ça, c'est comme si moi j'avais l'impression d'avoir un peu dans mes mains si je parle, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pas faire de la peine? Est-ce que je vais pas déjà que je sentais que les gens ils allaient pas bien autour de moi, détruire cette famille en fait. Est-ce que je ne vais pas les enfoncer encore plus, les pauvres? Sujet sensible parce que l'enquête est en cours et que je ne veux pas qu'on rentre dans les détails. En tout cas, je veux que vraiment on reste général et factuel, c'est important. Tu voulais parler de ce sujet parce qu'on entend rarement la dimension humaine de la justice. Oui, tout à fait. Voilà, pas les faits, pas l'enquête, mais qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Tu as commencé à en parler tout à l'heure. Le fait d'avoir une juge femme, une experte femme, c'est girl power, ce truc, c'est génial. Mais carrément. C'est quand même fou que tu sois tombée, parce qu'en général, c'est vrai que t'as le juge, monsieur le juge, qui débarque. Ah, il y en a, ils ont aucune pitié, hein. C'est une réalité aussi. Hein. C'est une réalité aussi. Tu as quand même de la chance d'être tombée sur des femmes et en plus qui te croient et qui t'écoutent. Tout à fait. Tu peux peut-être nous parler de ce que ça a apporté pour toi? Alors moi, au niveau de la justice, déjà, quand je suis allée à la première retraite en 2023, j'avais déjà l'idée en fait de contacter une avocate. Tu faisais partie d'une asso, non, ou un groupe? Tout à fait. À ce moment-là, je m'étais tournée vers France Victime, donc c'est une super association où il y a des juges, il y a des juristes, qui peuvent en fait gratuitement, du coup, vous renseigner, vous expliquer. Bon, moi, on avait été très clair avec moi. On m'avait dit, vous allez porter plainte, ok, mais attendez-vous à ce que ça soit classé sans suite. Voilà. Bon, c'est la réalité aussi. Et à l'époque, je l'avais pas très bien pris, mais aujourd'hui, je me dis que c'est important aussi c'est la réalité. Entre le moment où tu as su que tu pouvais porter plainte et le moment où tu l'as fait, il s'est passé combien de temps? Mais déjà, il y a eu cette première plainte que la personne concernée a eu à mon encontre. Ouais. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Donc tu as déjà eu un pied à 23 ans dans la justice. Ouais, c'est ça. Ça s'est jamais refermé, du coup, cette fenêtre-là? Ça, j'étais hyper craintive. Ouais. Je me suis dit, moi, je viens... Alors, il faut savoir que moi, à la base, il faut savoir que cette personne-là, et ça me dérange pas de déranger, mais cette personne-là, en fait, pourquoi moi, je me suis directement... Je savais pas qu'il avait porté plainte contre moi. Il m'avait menacé de le faire, mais je savais pas, en fait, si il allait le faire. Et un jour, je travaillais de nuit en tant qu'aide-soignante, j'ai reçu des menaces de mort, des insultes. Par message. À la seconde. Donc, chaque seconde, donc j'étais en pleine nuit, je travaillais, j'étais aide-soignante à l'époque. Et c'était des menaces de mort. Et le lendemain, et en sortant de ma nuit de travail,
Là, j'ai dit, il faut aller à la police parce que il me menaçait de mort, il m'accusait de choses, enfin voilà, c'était très grave en fait. Et en allant à la police, c'est là où j'ai appris en fait que il avait porté plainte contre moi. Donc là, c'était la première fois que j'étais en contact avec la justice. Donc je suis tombée sur une policière, ça a été compliqué, honnêtement, même si c'était une femme. Moi, j'étais pas prête à être en justice à ce moment-là. J'habitais encore chez mes parents, c'était compliqué. Et j'étais pas assez forte. J'étais pas du tout assez forte pour assumer ça. Donc ça a été classé sans suite. Voilà. Mais encore, tu vois, par exemple, dans sa déposition, les mots qu'il utilise, c'est encore quelque chose que j'ai dans ma tête. Donc, et je pense que et j'avais ce truc en fait, mais c'est dingue, tu vois. C'est moi la victime et c'est lui qui porte plainte contre moi. Mais c'est dingue. À ce moment-là, c'était très compliqué, mais ça, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé dans ma tête. Et en 2022, j'ai fait une pause aussi dans ma carrière professionnelle et je me suis séparée. Et ça, la séparation, pour moi, ça a réveillé toutes mes blessures d'enfance. Et donc là, j'ai eu toute une vague de souvenirs vraiment, encore plus, vraiment, tout s'est rouvert à ce moment-là. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mais pourquoi, c'était beaucoup ce questionnement, pourquoi personne n'a rien vu, tout ça. Bref, et tout ça pour te dire que je suis arrivée à la conclusion que j'allais aller voir une avocate pour déjà pour voir un petit peu comment ça se passait. Et j'ai eu la chance de tomber sur une super avocate. Et à ce moment-là, voilà, j'étais avec France Victime aussi qui proposait des groupes de parole. Moi-même, j'avais intégré un groupe de parole sur Facebook. Ah, super. On pourra mettre toutes ces infos-là, si tu veux, en dessous du podcast. Donc là, j'avais pu mettre un petit mot en disant, voilà, je souhaite porter plainte. Donc là, j'avais eu plein de gens qui me disaient des messages d'espoir aussi. Et c'est vraiment ça aussi, pourquoi je suis là. Qui me disaient, écoute, si c'est trop difficile, moi, j'ai tout écrit. Je me suis rendue à la police. J'ai tout écrit sur un papier et le policier l'a pris. Et il m'a pas posé de questions. Donc ça arrive aussi très souvent. Donc ça m'avait déjà détendu. Et à ce moment-là, il y a une jeune fille qui m'a orientée vers une avocate que j'ai rencontrée. Donc c'est mon avocate jusqu'en fin décembre malheureusement. Et en fait, elle, si tu veux, elle m'a dit racontez-moi. J'avais très peur d'aller voir l'avocate. Tu étais toute seule? J'étais toute seule. J'étais en mode mais qu'est-ce que je fais, tout ça. Et c'est très impressionnant pour moi d'aller voir une avocate. Et là. Au bout de 2 minutes, elle m'a coupé, elle m'a dit, c'est bon, je vous crois, je vous accepte, j'accepte votre dossier. Ok. Qu'est-ce qui t'a surprise chez tous ces professionnels-là qui t'ont aidé? Du coup, ce qui m'a surpris, par exemple, la juriste qui m'avait qui m'avait parlé, elle m'avait clairement dit tout de suite, 70% des plaintes pour viol et inceste n'aboutissent à un non-lieu, il n'y a même pas d'enquête. Ça, c'est vraiment un fait et faut vraiment l'entendre. Mais moi, je suis assez têtue et déterminée. Et puis aussi à l'époque, je me disais, et j'ai rencontré cette avocate et j'ai senti tout de suite qu'elle avait ce truc elle m'a cru, tu vois. Elle a dit on va se porter partie civile. Waouh. Et elle m'a dit on va le mettre en prison. C'est très ferme, j'ai dit waouh quelle lionne. J'étais en mode mais waouh et tu vois tout de suite elle m'a dit on va se porter partie civile. Elle m'a dit, vous allez tout m'expliquer. Elle m'a dit, c'est moi qui vais porter votre plainte. Donc moi, je ne suis pas allée, je ne suis pas rendue en gendarmerie. Et là, ça a été très dur parce qu'il a fallu que je mette sur papier toute mon histoire de A à Z. Donc c'était génial. J'étais en mode, mais puis je culpabilisais. Je me disais, mais si je dis ça par rapport à ma famille et mes parents, je me disais, si moi je dis ça, qu'est-ce qui va leur arriver? Et ensuite, suite à ça, elle a présenté notre plainte, enfin ma plainte, au doyen, etc. Ça a été très long. Voilà. Tu parles à tes parents encore aujourd'hui? Ça a été compliqué. T'avais rompu le contact? J'avais rompu le contact avec eux parce que j'étais très en colère. J'estimais que j'avais énormément de colère, je me sentais abandonnée, seule. Il y avait vraiment
Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Maintenant, c'est pas pour autant, je leur pardonne et je vais manger avec eux tous les dimanches. Ce n'est pas ça du tout. Mais t'as encore du lien avec eux? Je les ai revus après plus de 2 ans de silence complet. J'ai été obligée d'aller vers eux parce qu'ils ne respectaient pas mon choix de silence. Et ça, pour moi, c'était inadmissible. Donc, j'ai tout balancé dans une lettre. J'ai dit, voilà la réalité des choses. Il s'est passé ça, 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 ça. Prenez vos responsabilités un peu. Ouais, bonne lecture. Et moi, ça m'a déchargée. Et j'ai mis mes frères en copie, etc. Wow. Et voilà. Et donc, par rapport aussi à la justice, du coup, j'ai été entendue donc par une juge. Du coup, ça a mis beaucoup de temps, 1 an. C'est très très long. Ça, il faut vraiment le savoir. Bah justement, vraiment... j'aimerais que tu donnes un message. C'est quoi le message que tu veux faire passer aux personnes qui ont peut-être peur d'entamer ces démarches-là? Moi, personnellement, et comme on m'avait dit, je pense que c'est très important de le faire parce que ça libère, qu'on le veuille ou non. Moi, quand je suis sortie de chez la juge, j'avais l'impression comme si j'étais dans une grotte, comme s'il m'avait mis dans une prison, hein, littéralement. Il m'avait mis dans une prison et là, en libérant ma parole, c'est comme si je sortais de cette prison. C'est comme si je renaissais. Et d'ailleurs, la question de qu'est-ce que je fais maintenant? Qui je suis sans être sa victime. Une victime. Voilà, sa victime, qui je suis. Et ça, c'est quelque chose qui est très déstabilisant et on s'en rend pas compte. Mais pour moi, c'est la partie, elle me challenge beaucoup de savoir qui je suis. Quand toute ma vie, j'ai passé à ne pas exister, à pas écouter mes émotions, à pas écouter mes besoins, à être transparente. Puis là, d'un coup, voilà, c'est. Mais justement, cette juge, du coup, tout de suite, elle m'a expliqué le cadre. Mon avocate était là et elle m'a expliqué. Voilà, elle m'a dit que si j'avais besoin de pleurer, je pouvais pleurer. Que nous, elle était là pour m'écouter. Que il y avait aussi 2 greffières. Qu'elle était là pour qu'elle ne me jugeait pas. Elle m'a dit cette phrase que je pouvais tout dire, que ça restait entre nous, qu'on était vraiment dans une pièce. Tu vois, elle m'a vraiment rassurée. C'était sécurisant. Qu'il y avait qu'on était dans un endroit où il y avait que nous. Enfin, elle m'a dit voilà, je vais vous poser des questions qui vont être très dures. La question c'est, par exemple, je peux en poser une, c'est est-ce que vous avez aimé? Tu vois? Est-ce que en fait, c'est des questions qui peuvent toi te mettre dans des colères incroyables. Mais c'est dingue. Elle peut me dire est-ce que vous étiez est-ce que ça vous a plu, enfin tu vois des trucs très mais elle m'a toujours prévenue et juste avant de me poser la question elle me dit alors attention, là je vais vous poser une question. Elle avait préparé plein de questions et elle a été super parce que tu vois, je sais que elle parlait avec la greffière, elle disait non mais là tu supprimes cette question. Et en fait c'est un protocole en fait. C'est un peu comme toi là. Ouais. Et en fait, du coup, elle m'a posé une question. La première question, je me suis mise à pleurer. Et parce que j'étais tellement tendue, je te jure, j'ai pleuré. Et là, elle m'a dit, prenez votre temps. Est-ce que vous voulez de l'eau? Enfin, vraiment tranquille. Et là, à partir de ce moment-là, blabla, j'ai tout dit, tu vois. Et il y a pas une dimension de prescription. Mais pas parce que souvent, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent non, mais aussi, à quoi ça me servirait? C'est une histoire qui date de plus de 20 ans. Et oui, mais c'est oui, moi j'entends, mais moi en fait, moi aussi, je pense. Faut quand même savoir aussi que au mois d'octobre l'année dernière, donc j'ai appris que j'allais être auditionnée et 10 ans. Quand l'autre il a porté plainte contre moi, j'ai été entendue par la policière en novembre et 10 ans après, c'était aussi en novembre. Ça faisait 10 ans, tu vois, c'est fou les cycles, tu vois. Et en fait, je voulais pas y aller. Enfin, j'ai eu peur aussi de pas y aller. Je me suis dit, j'y arriverai pas, c'est trop dur, je n'y arriverai pas. Et c'est l'avocate qui elle m'a appelé un soir, elle m'a dit. Ben voilà, tu vois, elle m'a dit, moi je vous crois, le procureur vous croit, il y aura une enquête, donc elle m'a dit s'il vous plaît, elle m'a dit continuez. En fait, ça m'a donné la force de continuer.
j'ai aussi, je pense aux autres victimes parce que je suis convaincue qu'il y a encore des enfants qui subissent voilà. Donc et ça justement, je pense que ton message le plus important, ce pourquoi tu es là aujourd'hui, c'est le message aux victimes et à l'entourage. T'as des mots très forts, très justes pour les personnes qui vivent ça, pour ceux qui t'entourent et qui les entourent. Du coup, moi j'aimerais te laisser transmettre ce que tu voudrais qu'on entende, tu vois. Je vais te dire des mots comme reconnaître ce qu'on a vécu, verbaliser, se faire aider, croiser les thérapies, soutien de l'entourage, écouter, croire, accompagner, se faire aider en tant que proche. Et moi, je te laisse carte libre pour détailler ce sujet-là. Ben, c'est vrai que moi, ce que j'aurais envie de dire déjà pour les victimes en premier, c'est que non, vous n'êtes pas folle et fou. Quand il y a doute, il y a plus de doute, hein, déjà, et fou, parce qu'il y a aussi des hommes, bien sûr. Je dirais que c'est très, très important de se faire aider. Il y aura toujours un thérapeute, un psychiatre, un psychologue qui sera bienveillant pour vous écouter. De ne pas rester seul avec ça, parce que c'est extrêmement lourd. Et justement, la perversion, en fait, de ces personnes-là, c'est qu'elles enferment, justement. Et à un moment donné, ça devient trop lourd. La vie, elle nous stoppe. Et de vraiment, 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 vraiment de se faire aider. Que aussi, que moi, ce qui m'a aidé avec ma psychologue, c'est que des fois, je ressentais des choses. Et tu vois, je savais pas si c'était normal de dire... et juste que ma psychologue me dise, oui, ben là, en fait, c'est tout à fait normal ce que vous vivez. Ben, ça m'a énormément aidé. Voilà, de dire oui, c'est normal de ressentir ça. Il y a des super associations qui existent et des groupes de parole aussi. J'en ai pas parlé, mais j'ai participé à un groupe de parole. En physique, en présentiel? En présentiel, ouais, via l'association. Je ressentais à un moment donné le besoin de rencontrer d'autres victimes. C'était France Victime, ça? C'était France Victime, ouais, mais je sais plus s'ils en font. Et c'est vrai que ça m'a aidé parce que je me suis dit, il y a une des participantes d'ailleurs que je suis encore en lien et qui a dit cette phrase. Elle a dit, mais nous, les victimes d'inceste, on est vraiment, on a cette envie de vivre, on a envie d'y arriver, et c'est vrai, elle a tout à fait raison et elle a raison. Et c'est juste que les victimes, voilà, moi je vous crois sincèrement. Et surtout faites-vous aider, vraiment, il y aura toujours et aussi pour l'entourage, c'est très important quand une personne vous raconte des faits comme ça, déjà de la remercier parce que c'est il faut un courage monstre pour expliquer et pour sortir du silence. Voilà, pour toutes les choses qu'on a dites, hein, pour les menaces, la manipulation, l'emprise, tout ça. Et ça demande beaucoup de courage, donc vraiment. Ça peut aider beaucoup de monde. D'en parler, ça peut aider énormément parce que finalement aussi, ces personnes peut-être continuent à sévir. Exactement. Moi, c'était. Ça, c'est important aussi parce que je sais que dans le cadre de la justice, on se rend compte finalement que il y a une ampleur énorme. Hein. Parfois, hein, les sujets sont plus lourds que ce qu'on imagine nous. Oui, exactement. Et puis surtout, voilà, moi je sais que c'était une de mes raisons aussi de porter plainte. Pour au moins 6 mois, ça n'aboutit pas, que peut-être il y a quelqu'un d'autre qui va porter plainte et que ça va s'effet boule de neige. Exactement, le boule de neige. Donc moi je commence on va dire, je suis au point de départ et puis si je souhaite vraiment de tout mon cœur que ça aide aussi ma plainte, mais aussi voilà et en tout cas, voilà, pour l'entourage aussi, ce que je voulais dire, c'est quand une personne se confie, surtout c'est la première fois, de pas questionner, de pas dans un premier temps, surtout de pas dire oui, mais t'es sûr, on n'a rien vu, mais c'est bizarre. Pourquoi tu nous dis rien? Pourquoi tu nous as pas dit? Pourquoi tu nous dis que maintenant, en fait? Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais mettre au clair. J'entends souvent, oui, alors celle-là, elle parle 20 ans après. Non, mais franchement, pour qui elle se prend? Eh ben non, en fait, mon gars, tu vois, justement, il y a l'amnésie traumatique aussi, il y a le temps de sortir de ça, il faut aussi, comme je t'ai dit déjà, mettre des mots sur le mot viol, ce qui s'est passé, il y a tout un travail de reconnaissance, et puis aussi, mentalement, il faut quand même avoir un peu le courage. Le courage. Oui, on sait ce que t'allais dire.
Pas vulgaire, mais ouais, Non, il faut quand t'inquiète. même. Et c'est vrai que ça m'énerve. T'as le droit de dire ce que tu Tu veux. vois, si tu sais. mais je suis vraiment aussi en colère contre les gens qui disent oui, mais elles font ça pour l'argent, ces victimes. C'est bien connu. Alors je tiens juste à préciser que déjà se payer une avocate c'est extrêmement cher. Elles font du travail, c'est ok, mais Ouais, c'est un investissement Ouais. financier. L'investissement financier, l'investissement aussi émotionnel, parce qu'à chaque fois aussi, moi quand je me suis retrouvée devant la juge, devant l'expert, j'avais 6 ans, hein, j'avais pas 33 ans, hein. Eh oui. Ça c'est vraiment quelque chose aussi important de le dire. Financièrement, t'as des aides ou pas? Il y a l'aide juridictionnelle, mais ça c'est tout le monde ne le prend pas. Et voilà, c'est pas aussi simple en tout cas. Moi je sais que mon avocate, donc là je vais être obligée de changer d'avocate. Et moi quitte à le faire, je voulais prendre une avocate spécialisée dans ça. Mais en tout cas voilà, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment. J'entends trop souvent oui, ils font ça pour l'argent. Non, on ne fait pas ça pour l'argent parce que ça nous coûte. On fait juste ça pour qu'on reconnaisse en fait le mal qu'on nous a fait, pour éventuellement protéger d'éventuelles d'autres victimes, et aussi pour que ça s'arrête en fait. Moi je dis toujours, moi j'ai rien fait de mal en fait. Moi j'ai rien fait de mal. Moi à un moment donné, je suis juste la conséquence d'un choix que cet homme a fait. Il a fait ce choix-là. Il a décidé à un moment donné de passer du côté obscur, je dirais. C'est son choix. Mais moi, je n'ai pas à me cacher ou à avoir honte de ce qu'il a fait, en fait, tu vois. Et ça aussi, c'est important, mais j'ai passé beaucoup de ma vie à avoir honte, à ne pas exister, tu vois, à mettre un sourire, à être très gentille, la petite fille parfaite. Mais en fait, j'ai envie de dire merde maintenant, et ça suffit, stop, ça aussi. Elle devient vulgaire. Ouais, stop, parce que j'en ai marre, j'en ai vraiment marre de ça, oui, des gens qui connaissent pas aussi l'amnésie traumatique, la dissociation, qui connaissent rien au traumatisme en fait. Ce n'est pas. Ouais. Parce que ça aussi engendre là dans ta vie, dans le présent aussi, dans ta difficulté à oui, tout à parfois à créer du lien, encore une fois, à créer oui, aussi tout à du fait. lien À faire confiance, physique, dans aussi des relations d'amour. Faut en parler de ça, tu vois. On le fera dans un autre podcast parce qu'on n'aura pas le temps de détailler tout ça. Ouais, voilà. Après, c'est une reconstruction dans tous tes sens. Et par rapport justement à la sexualité, quand même, je voulais mettre un petit mot par rapport à ça. Oui. Moi, je sais, je fais vraiment la différence que moi j'ai subi. Ce n'est pas de la sexualité. C'est encore moins de l'amour. C'est de la violence. C'est uniquement de la violence. Et ça, il m'a pris énormément de choses. Il m'a pris mon enfance, mon innocence, enfin voilà, plein de choses. Par contre, ma sexualité, elle est à moi. Voilà, mon corps, il est à moi, et ça prendra le temps qu'il faut, mais en tout cas, voilà, mais voilà, j'aimerais en tout cas et aussi l'entourage. Je pense que c'est important de se faire aider. J'imagine que c'est pas simple si par exemple notre fille ou notre sœur ou qu'importe nous dit ça. J'imagine, moi je suis maman, j'imagine la culpabilité. Mais c'est ok. Mais par contre, les victimes, on porte assez de culpabilité, donc de se faire aider à côté. On se responsabilise. Voilà, c'est très très important de se responsabiliser. Voilà. Est-ce que t'as une petite feuille à côté de toi, est-ce que tu as envie de nous lire ce que tu as préparé pour cette séance? Alors, je voulais parler de quelques chiffres parce que j'ai l'impression que l'inceste, c'est quelque chose qui est trop souvent mis de côté. Donc déjà, il faut savoir que dans chaque classe en France, il y a 3 enfants. Dans une classe de 30, il y a 3 enfants qui subissent de l'inceste. Donc, dans chaque classe. Voilà. C'est comme ça, c'est un fait. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le rapport de la Civis. Donc, c'est une commission, en fait, qui travaille sur les violences faites aux enfants. Donc, c'est-à-dire que dans une classe de 30, il y a 3 enfants qui subissent de l'inceste. Donc, s'il y a 3 enfants, il y a 3 auteurs dans chaque classe. Moi, je dis toujours qu'on connaît au moins une victime et un auteur. Donc l'auteur, voilà, qui peut être un super papa, super tonton, super, on en connaît tous. C'est une réalité, c'est un fait. Ouais. Je sais que ces chiffres ils dérangent énormément, hein, voilà. Voilà, mais c'est une réalité, encore une fois. Ce que je voulais dire, c'est aussi qu'il faut savoir en France, il y a énormément de contenu pédopornographique. Et qu'une image sur 2 viennent en fait d'images que les agresseurs ont pris
des parents, en fait, des images, en fait, qui sont libres d'accès sur nos sont libres sites. d'accès, ouais. Et je sais et j'entends que on est très fiers de nos enfants, mais gardez-les ouais, précieusement. vraiment. Et ça, c'est quelque chose. Et j'entends le discours. Oui, mais tu sais, c'est grave. On peut pas mettre nos enfants en photo sans que il y a un risque. Et je l'entends et je suis d'accord. Mais c'est aussi une réalité. Voilà, c'est une réalité. C'est bien d'en parler, ça. Et toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste ou de viol. Donc voilà, c'est quand même important. Donc c'est aussi pour ça que moi je témoigne, on va dire. Et voilà. Et puis après, par rapport aux associations, oui. Moi j'ai donc l'association France Victimes qu'on a nommée tout à l'heure, qui m'a beaucoup aidée. Il y a le CDFF aussi. Ok. C'est vraiment une association qui est spécialisée du coup pour aider les femmes, donc soit victimes de violences conjugales. Il y en a à Montpellier. À Montpellier, oui, c'est tout ça à Montpellier. Ou alors voilà d'aider les femmes qui sont victimes dans la reconstruction au niveau global, dans tous les domaines. Je trouve que c'est important de la citer, cette association. Il y a l'association aussi Revie Inceste qui fait des groupes de parole sur Montpellier. Et ça, je trouve ça intéressant. Voilà. On fera la liste de toute façon de toutes ces personnes. C'était le point. Chiffres. Chiffres et informations. Très important. Et on mettra vraiment. Non, mais ça peut durer autant de temps que ça doit durer de toute façon. Maintenant, je suis en roue libre. Les podcasts vont durer 4 heures. Moi, je m'en fiche d'écouter des podcasts qui durent autant de temps parce que il faut qu'on puisse dire les choses comme elles sont, brutes. Voilà, je pense que même là, on peut juste te remercier avec beaucoup de douceur pour ta parole, ta clarté, ton courage, parce que tu viens de mettre de la lumière aussi là où beaucoup sont encore dans l'ombre. Et si une seule personne se sent moins seule à partir du moment où elle aura écouté ce podcast. Oui, c'est moi vraiment ce qui est important, c'est que moi ce que je vais dire, et je sais à quel point ça peut être hyper dur ce parcours, etc. Mais il y a toujours de l'espoir. Vraiment, il y a toujours une main tendue, il y a toujours quelqu'un, voilà, pour nous écouter, pour donc vraiment, voilà, vous n'êtes pas seul. Personne n'est seul. Comment tu te sens là après cet échange? Écoute, j'étais un petit peu stressée quand même. On va pas se. Là, je sais que en témoignant comme ça, voilà, clairement, j'ai mis mon histoire en lumière, voilà. Mais non, je trouve que c'est un exercice pas facile, certes, mais important. Et en tout cas, je te remercie de m'avoir aidé à le faire. Mais j'espère que mon expérience, en tout cas, au moins parlera à au moins une personne. Ouais, c'est déjà immense, une personne, tu sais, hein, vraiment. Oui, d'ailleurs, carrément. Tu as le projet d'ouvrir un compte Instagram. Ouais, j'aimerais bien. Peu, avec cette fameuse phrase. Je vous crois, enfin, je te crois, ouais. Je te crois. T'es encore en phase de trouver le titre exact de cet espace, mais je pense que ce sera intéressant que tu l'ouvres, même si tu mets un mot qui n'a pas forcément du sens aujourd'hui, mais qui en aura peut-être demain, au moins pour peut-être accueillir toutes ces personnes qui voudront toi te suivre dans toute cette justice, là où tu pourras aussi porter ta voix à 100 000% de toutes les choses que tu auras envie de dire. Ben, c'est vrai que ne serait-ce que dans le rôle de maman, tout ça. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, c'est ça que je veux dire. Tout ça, Donc là, vraiment, si tu peux aussi être une terre d'accueil, tu vois, pour toutes ces personnes qui ont des questions, etc. Moi, je resterai de toute façon ouverte à recevoir toutes les demandes par mail, etc. et qui te seront renvoyées. Ah oui, ça c'est... Pour que tu restes du coup, toi, si tu le souhaites, accessible pour ah oui, avec plaisir. Ceux et celles qui se demandent, voilà, comment te contacter, etc. Ah oui, avec plaisir. Si jamais quelqu'un, de le dire, ça me paraît bizarre, mais si jamais quelqu'un souhaite, je sais pas, me parler de quelque chose. Il n'y a aucun problème, je suis là. Oui. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi.
Et nous clôturons ce podcast qui était vraiment pas évident Ouais, carrément. pour Ouais. ne pas non plus rentrer trop dans les détails, tu vois. Et C'est oui. ça qui était pas évident. Mais merci, c'était vraiment un super moment et on va se faire un bon café, papoter encore un peu de la vie, Ouais. parce que la vie c'est pas que ça. Il y a aussi d'autres choses merveilleuses qui font partie de notre quotidien, de la vie. Oui. Et ça, c'est chouette aussi d'en parler. Donc, merci à vous tous et toutes pour votre écoute et ciao.